3 feuilles à petits carreaux, des raviolis, un bras qui change, un cajot et du pastis. C'est une petite feuille à petits carreaux, avec de petits trous sur le côté. L'écriture en revanche est large. Les lettres sont obèses et s'étalent sur leur minuscule support pour couvrir le maximum d'espace. À 2 endroits, troisième et avant-dernière ligne, il y a un mot raturé, mais même en mettant la feuille devant l'ampoule faiblarde qui prétend éclairer la pièce, aucun moyen de deviner ce qui pouvait être écrit sous les coups de stylo malhabile. La date a été rajoutée en haut à gauche avec un crayon rouge et par une autre main, une main qui écrivait serré, qui écrivait pressé, une main sérieuse, la lettre a 6 ans. Au bas de la feuille, en son centre, encore plus étalé que les autres, 2 mots qui identifient l'auteur. Ton père. Paul regarde l'argent de la DAS, qui lui sourit maladroitement. Depuis son placement en famille d'accueil, Paul se plie une fois par an à ses visites obligatoires, durant lesquelles l'agent lui pose les sempiternelles identiques questions. Comment vas-tu, Paul? Comment ça se passe dans ta famille d'accueil? Y a-t-il quelque chose dont tu voudrais parler? Et auquel Paul répond les sempiternelles réponses identiques, monosyllabes. Bien, bien, non, rien. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Paul a 18 ans. Il a le choix, faire encore partie de la DAS jusqu'à ses 21 ans, ou quoi, Paul ne le sait pas vraiment, mais il a répondu qu'il ne voulait plus faire partie de la DAS. Non merci. Il allait partir, il était d'ores et déjà debout. Mais l'agent de la DAS lui a demandé de se rasseoir et lui a dit que dans ces conditions, il avait quelque chose pour lui. Il a sorti une pochette avec le nom de Paul écrit au marqueur dessus et en a tiré 3 feuilles. 3 feuilles à petits carreaux avec de petits trous sur le côté. Ce sont des lettres que ton père t'a écrites, dit l'agent de la DAS. Il pose les feuillets sur le bureau, face à Paul, dont les yeux tombent sur un mot au hasard, maison, et qui relève la tête aussitôt, comme piqué par une décharge électrique, ne voulant pas lire ces pages-ci, devant un témoin impudique, malgré le sourire bienveillant de ce dernier. Tu peux les prendre, je n'avais pas le droit de te les donner avant, mais aujourd'hui elles sont à toi. Paul pose la main sur les feuilles, se lève, remercie l'agent de la DAS et sort de l'immeuble. Il passe devant la boulangerie, son ventre sent l'odeur des viennoiseries, il hésite à aller en acheter, regarde sa montre, tâte ses poches, continue sa route, rencontre Jean-Marc, lui serre la main et échange avec lui des propos insignifiants sur la bagarre déclenchée hier au Café des Halles. Jean-Marc promet de passer le voir plus tard dans la soirée. Paul rit à la blague salace qu'il lui lance en le quittant. Puis, il entre dans le square, en fait 2 fois le tour, s'allume une Marlboro et s'assoit sur un banc. Dans sa main, les 3 feuilles ont suivi, taciturnes. Paul regarde les dates rouges et place la plus ancienne lettre sur les 2 autres. Puis il lève la tête et regarde les branches emmêlées du platane. Ses yeux se rebaissent sur ces 2 mots en bas de page. Ton père. Paul a souvent imaginé son père, son vrai père. Il ne sait pas pourquoi il a été enlevé à ses parents. Il ne sait pas qui ils sont. Il ne sait rien. Petit, Paul pensait qu'on l'avait kidnappé, que ses parents étaient en réalité de vénérables aristocrates, qui choyaient leur unique enfant. Il promenait Paul dans un large landau blanc, avec de grandes roues argentées, sous les feuilles dégringolantes des sols pleureurs de leur propriété. Un vil maraudeur, en quête d'argent, commit un jour l'irréparable en enlevant le bébé, projetant de demander par la suite une rançon à ses parents fortunés et prêts à tout pour leur chérubin. Malheureusement, la situation n'évolua que de mal en pis. Le maraudeur, le bébé sous le bras, se brisa une jambe en voulant sauter un muret, et l'emmailloté nouveau-né fit un vol plané sans commune mesure. Un vol plané dont la chute l'aurait nécessairement tué s'il n'avait atterri sur un ballot de linge que contenait un panier en osier, lui-même contenu par un fleuve. Et c'était bien là où le bas blessait, car Paul n'arrivait jamais à expliquer comment un panier rempli de linge pouvait se retrouver sur un fleuve, tant dans le cas de Moïse que dans le sien, mais peu importait. Il aimait cette image d'un bébé dérivant sur les eaux. La suite n'était qu'affaire de circonstance. Un agent de la DAS, qui se plaisait à pêcher le dimanche sur les berges du fleuve, car le jour du rapt était un dimanche, avait vu le panier, entendu le bébé pleurer, et de par sa profession, avait confié l'inidentifiable nouveau-né à une famille d'accueil. Paul aurait donc été arraché à ses riches et aimants parents véritables qui devaient des années plus tard le rechercher activement dans toute la France. Il le retrouverait. Ce n'était qu'une question de temps et de moyens. Mais il n'en manquait pas. Il viendrait chercher Paul au pied de son HLM dans une limousine aux vitres teintées. Un chauffeur en costume et casquette leur ouvrirait la porte. Sa mère sortirait la première, une très belle dame avec une ombrelle. Son père apparaîtrait ensuite, l'allure d'un général. Une taille démesurée, des épaules larges, impressionnant tous les badauds.
le teint noble. Tous deux serreraient Paul dans leurs bras. Il y aurait des larmes, beaucoup de larmes, des larmes de bonheur. Une goutte tombe sur la feuille que Paul tient à la main. Il lève la tête. Il commence à pleuvoir. Dans la première lettre, la plus ancienne, le père de Paul lui demande comment il va et si des gens s'occupant de lui s'en occupent bien. Il lui dit qu'il est désolé de ne pas avoir pu le garder, mais que sa mère, la mère de Paul, était vraiment tarée, que ce n'est pas de sa faute à lui. Il dit « à bientôt ». Dans sa deuxième lettre, il demande des nouvelles et dit que la vie n'est pas toujours simple. Il espère que Paul vit dans une bonne maison avec un chien, parce que les chiens sont de bons animaux. Il dit « à bientôt ». Dans la dernière lettre, il dit qu'il aimerait bien que Paul un jour vienne le voir, qu'il pourrait ainsi faire la connaissance de ses 3 frères, demi-frères. Il raconte qu'il a un canapé où on peut dormir en repliant un peu les jambes. Il dit à bientôt. Une goutte s'écrase sur l'accent circonflexe qui dégouline comme un mascara sur la feuille, juste avant que la couleur n'atteigne ton père. Paul essuie la feuille d'un revers de manche. Il se lève et rentre chez lui. Sur la petite plaque électrique, il dépose une casserole. Dans la casserole, des raviolis. Sur la minuscule table en bois, il installe une assiette, une fourchette et un verre. La première bouchée de ravioli n'est pas assez salée, il corrige. La deuxième manque de pain. Il se lève pour en prendre. La troisième ne manque de rien, mais manque de tout. Paul ne sait pas cuisiner. Et puis la cuisine, ce n'est pas une histoire de garçon. Alors il n'a pas envie d'apprendre. Les repas de la mère, c'était autre chose. À 15 ans, Paul est parti. Un soir, la mère a voulu lui mettre une gifle ou un coup de poing, une droite ou une gauche, on ne sait pas. De même que l'on ignore la raison. Un retard peut-être, un mot déplacé vraisemblablement, une broutille sans doute. Elle a voulu frapper, elle a levé le bras, mais Paul l'a attrapé. Il a attrapé ce bras qu'il avait cogné pendant 13 ans. Il l'a attrapé d'une main, d'une seule main. Il l'a attrapé presque par réflexe et s'en est voulu, dans la seconde, comme lorsqu'un juron part avant que l'on ait eu le temps de le retenir. Et il l'a attrapé, et une fois dans sa main, ce bras qui jusqu'alors était le pire distributeur de douleur qu'il connaissait, ce bras, Paul l'a trouvé fragile. Les os fins, sans muscles. Il a regardé la mère et il l'a vue vieille, faible, sans force. C'est arrivé d'un coup. Une minute plus tôt, elle était toute puissante. Une minute plus tard, elle n'était plus qu'une vieillarde. Il a attrapé ce bras. Il a senti que le bras essayait de bouger. Il a senti que le bras ne pouvait pas bouger dans sa main à lui. Il a attrapé ce bras. Il s'est approché de sa mère et il lui a dit « Tu me cogneras plus jamais ». La mère tremblait. Paul a vu la peur dans ses yeux. Il est parti 2 jours plus tard. Il a vécu quelque temps chez un monsieur qui s'occupait des gens en difficulté, puis chez des amis. Maintenant, depuis qu'il travaille au débroussaillage des bords d'autoroute, il a son studio. Il fait de la musculation depuis 2 ans dans un club, tous les soirs. Il va ensuite au Café des Halles rejoindre sa bande. Souvent, il y a des bastons contre la bande du Mistral, l'autre café de la place, le café ennemi. Paul est redouté. Plus personne ne l'appelle cuisse de poulet. Il a une droite qui claque et qui va chercher loin. Une patate de boxeur. On s'en relève difficilement. Et puis surtout, on dit que Paul est un peu fou. Il s'énerve facilement, rapidement, un peu trop. Il crie fort, n'importe où, pour n'importe quoi, et promet généralement qu'il va tuer tout le monde. Sa voix le hurle, ses yeux l'annoncent, ses poings le font. Si ça ne suffit pas, ou si les autres en face sont trop nombreux, il va dans le coffre de sa voiture et il sort sa tronçonneuse qu'il démarre d'un coup sec au milieu de la place. Il faut l'arrêter parce qu'il ne sait plus ce qu'il fait. Alors la bande du Mistral ne va pas trop chercher la bagarre, les soirs où il est là. La petite Renault tout saute en arrivant sur le parking. Paul se penche et regarde les immeubles gigantesques qui surplombent l'auto. Il vérifie le nom du bâtiment, coupe le moteur, descend, ferme la voiture. Il passe à côté d'une 4L carbonisée. Au pied de l'immeuble, 3 jeunes avec des blousons en cuir jouent avec leurs couteaux papillons. Paul n'évite pas leur regard, ne le cherche pas non plus. Il entre dans l'immeuble, regarde l'alignement de boîtes aux lettres, les détails une par une. 4e rangée, 3e en partant du haut. Il trouve le nom qu'il cherche. Il fixe longuement ce nom qui est le sien, sans réussir à déterminer ce qu'il ressent. Il appelle l'ascenseur, mais il est en panne. Il monte 14 étages à pied. Sur le palier, il trouve la porte. Il y a une poubelle pleine à côté et un seau rempli d'huile de vidange. Machinalement, il se recoiffe et sonne. Une voix tonitruante de femme répond « C'est qui ? C'est toi, Bébert ?» Paul regarde autour de lui, vérifie le nom sur la porte. Il reste silencieux.
Il entend un chien aboyer, une dispute entre la voix de femme et une voix plaintive qui ne parvient pas jusqu'à lui, et puis plus rien. Il sonne encore. La porte s'ouvre. Une femme forte, les cheveux enroulés dans une serviette, une cigarette fumante collée sur la lèvre inférieure, dévisage Paul. Ouais. Paul lui demande si son mari est là. Ouais. Elle disparaît dans l'appartement. Georges, c'est pour toi. Il entend les pas. Le mari apparaît. Sa moustache est jaunie par les gitans de maïs. Il lui reste 3 cheveux et encore moins de dents. Il porte un vieux jean taché de cambouis et un pull vert trop grand pour les 40 kilos qu'il doit peser. Sous son œil gauche, une verrue qui pend misérablement. Ouais. Si c'est pour la mobilette de Jackie, c'est pas la peine de venir me cogner, c'est pas moi qui l'ai, je l'ai déjà dit. Il a l'accent lyonnais, une voix géniarde, les mains qui tremblent. Paul sort de sa poche les 3 feuilles à petits carreaux avec de petits trous sur le côté et dit qu'il ne vient pas pour la mobilette de Jackie. Ah bah merde alors. Josie, viens voir, c'est mon fils qui est là. Mais non, pas celui-là, celui que j'ai eu avec l'autre folle. Vas-y fils, entre, entre. Paul entre, boit quelques pastis, sourit un peu quand Josie fait une blague en se tapant sur les cuisses. Il pousse le chien qui voulait un câlin. Son père lui montre une photo de lui, bébé. Paul y est tout rouge, hurlant, posé sur un cajot entre 2 litrons de piquette. Un beau gamin que t'étais, hein. Mais tu chialais par contre. Qu'est-ce que tu chialais? Tu veux un autre pastis? Quelqu'un vient sonner. C'est un huissier que Josie envoie au diable. Elle revient en riant. Ils ont beau avoir 2 ans de loyer de retard, personne ne les mettra dehors tant qu'elle sera là pour ouvrir la porte. Elle le garantit. Après 2 heures, Paul s'en va. Il roule vitres et tombeaux ouverts. Arrivé sur la place entre le Café des Halles et le Mistral, il fait un frein à main. Il ouvre la portière, n'arrête même pas le moteur et court directement aligner une droite au grand Serge du Mistral qui joue à la pétanque. Toute la bande du Café des Halles sort, toute la bande du Mistral aussi. Jean-Marc demande à Paul où il était. Aux Minguettes. Aux Minguettes? Mais qui t'est allé voir dans cette cité pourrie? Personne.